Bonjour, bienvenue dans votre 12-13 et bonne année à toutes et à tous. Nous avons vécu un réveillon totalement inédit pour passer à cette nouvelle année. Le couvre-feu et les consignes sanitaires ont globalement été respectés. Comme prévu, les contrôles ont été renforcés. Nous verrons qu'il y a eu quelques fêtes clandestines, notamment cette rave party organisée près de Rennes. Une nuit de mobilisation pour le personnel soignant après une année harassante dans la lutte contre le Covid-19. Pas de trêve pour continuer à assurer les soins. C'est ce que nous verrons à la maternité de Montreuil, la plus grande de région parisienne. Ce 1er janvier, c'est aussi le premier jour du Brexit avec l'arrivée ce matin à Calais du tout premier ferry en provenance de Douvres qui n'est plus en Europe. Les contrôles douaniers ont fait leur retour à la frontière. Nous serons en direct avec Anaïs Anquet et nous verrons ce que cette sortie de l'Union européenne change au quotidien. C'est aussi un anniversaire, le 1er janvier 2002. Nous avons tous découvert l'arrivée des euros dans nos porte-monnaies. C'était la fin du franc. Nous reviendrons sur ce jour historique. Du côté de votre carte météo, pluie, neige et verglas au programme de ce 1er janvier. Un temps toujours hivernal avec de nouvelles pluies dans le sud-ouest et des chutes de neige en plaine dans le Jura, en Rhône-Alpes et jusqu'en région parisienne. Toutes vos prévisions en détail à suivre dans Météo à la carte. Ce sera juste après ce journal. Après une année 2020 particulièrement dramatique et totalement inattendue, quels sont vos souhaits pour 2021 ? Nous avons recueilli cette nuit et ce matin de nombreux témoignages, un peu partout en France. Tour d'horizon rassemblé par Nicolas Fleury avec nos équipes en région. Un passage au nouvel an comme une lueur d'espoir. Pour pouvoir revivre ces moments. Et pour oublier 2020, car le vœu numéro 1 cette année, c'est bien sûr de sortir de la crise sanitaire. J'aimerais que ce virus disparaisse pour que tout le monde puisse reprendre une vie normale et surtout au niveau économique. Je veux vivre comme avant. Le vaccin soit efficace surtout. Moi, c'est ce que j'attends avec impatience. J'attends que ça de me faire vacciner. Plus que jamais cette année, c'est surtout la santé. Certains aimeraient aussi trouver un remède à la morosité économique. Ce qu'on espère surtout, c'est que le commerce reprenne. Que les restaurants rouvrent aussi, très important. Et puis qu'il y ait un petit peu plus de gaieté, parce que là on sent que les gens sont un peu sous tension. Pour beaucoup, 2021 sera l'occasion d'être à nouveau ensemble. On apprécie plus les choses simples, je pense, et profiter de la famille, des siens, des proches et des amis, voilà, tout simplement. Qu'on puisse revoir les grands-parents. On va pas changer trop d'habitude parce que souvent les résolutions qu'on prend, on les tient pas. Donc on va continuer à faire du sport, à profiter de sa famille. Et à l'aube de cette nouvelle année, le mot de la fin revient à cette résidente du Sud-Ouest. Il faut être optimiste, aller de l'avant et comme disent les Basques, ansinat. Ansinat, ça veut dire avançons. Voilà, restons tous optimistes. Un réveillon sous couvre-feu sans grande célébration et en suivant les consignes sanitaires. Un programme inédit qui a globalement été respecté. Comme prévu, les forces de l'ordre ont été mobilisées et ont multiplié les contrôles. Le récit de cette nuit particulière avec Laurence Naon et nos équipes en région. Les Champs-Élysées désertés. L'immense foule qui déferle habituellement pour faire la fête est remplacée par des policiers et gendarmes mobilisés en nombre. Leur mission, faire respecter le couvre-feu. Contrôle des piétons, mais aussi des véhicules pour vérifier les attestations. C'est parfait, allez-y monsieur. Merci monsieur. Tout est bon. Bonne année. Les forces de l'ordre doivent faire preuve de pédagogie face aux nombreux touristes. Il n'y aura rien ce soir. C'est le couvre-feu, je ne vais pas vous verbaliser, je vais vous inviter à rentrer chez vous et fêter tous les 3 le réveillon, à la maison. À Grenoble, Metz, Rennes ou encore La Réunion, les mêmes rues vides. Une Saint-Sylvestre sans effusion, sans joie communicative dans les centres-villes où tout est fermé et les gens cloîtrés chez eux. On aurait plutôt aimé se retrouver avec plein d'amis et se retrouver à plusieurs et fêter les choses dignement. Nouvel an particulier cette année, ouais. Pas beaucoup, fermeture des bars, donc changement des habitudes, donc un peu compliqué, ouais. Si on peut faire différent l'année prochaine, ce sera bien quand même. Mais pas question pour autant de renoncer à la fête. En petit comité, autour d'un bon dîner, les Français se sont retrouvés. Comme ce groupe d'amis. Ils ont pris toutes les précautions, test antigénique l'après-midi même, pièces aérées et gel hydroalcoolique. On avait envie, entre amis, de mettre un point final à cette année difficile et de la célébrer, la nouvelle année. Au pied de cet hôtel parisien, une fête symptomatique de l'ère Covid. Depuis un bus, un DJ mix dans la rue.
Les fêtards, eux, casques sur les oreilles, reçoivent les décibels à bonne distance les uns des autres, sur leur balcon. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué cette année, donc ça fait du bien de se défouler un petit peu et de quand même voilà, avoir les lumières, avoir de la musique, essayer un petit peu de démarrer avec le sourire, le rire. Pour trouver la fête, la vraie, il fallait aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, foule en liesse sur ces îles du Pacifique épargnées par le virus. Bonne année, bonne santé surtout, la santé. C'est ça qu'on veut, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'entraide. C'est important d'aider les autres. Une fête avec laquelle tous les Français espèrent renouer l'année prochaine. Et comme d'habitude, il y a des exceptions avec cette fête clandestine de très grande ampleur en Ille-et-Vilaine. Près de 2500 personnes se sont rassemblées dans un hangar vide sur la commune de Lieurons. Un rassemblement bien sûr totalement interdit. Les forces de l'ordre sont sur place. Nous retrouvons tout de suite en direct Charles Lemercier. Charles, est-ce que cette fête est toujours en cours ? Bonjour David. La fête continue de battre son plein ici, la fête clandestine. Près de 2500 personnes, selon la préfecture, sont venues tenter d'oublier 2020 et passer à la nouvelle année. La cohabitation avec les habitants s'est bien passée. Certains sont même allés à la rencontre des fêtards ce matin pour approcher le mur du son. La cohabitation s'est moins bien passée avec la gendarmerie. Hier soir, un convoi a été arrêté par un des véhicules, mais il a été pris pour cible, caillassé, incendié. 3 gendarmes ont été légèrement blessés. Alors ce matin, la gendarmerie a organisé des barrages filtrants. Ils sont 150 sur place. Ils attendent des renforts, peut-être en vue d'une évacuation. Mais des fêtards nous ont confié qu'ils comptaient bien rester ici, faire la fête pendant 2 jours. Merci Charles Lemercier en direct de Lieurons en Ille-et-Vilaine. À noter également le décès d'un jeune homme de 25 ans en Alsace. Il a été mortellement blessé à Bofsheim en manipulant un mortier d'artifice, un produit qui est interdit en France. La personne qui l'accompagnait a également été blessée et hospitalisée. Par ailleurs, ce réveillon du jour de l'an à Strasbourg a été marqué par nettement moins de violences urbaines que l'an passé. Merci à vous tous. En une, ce matin du quotidien La Montagne, avec cette photo de personnel soignant faisant un signe du cœur pour rendre hommage à leur mobilisation contre l'épidémie tout au long de cette année historique. Et cette nuit du réveillon a été particulière dans les hôpitaux. Pas de trêve, il a fallu coûte que coûte continuer les soins. Exemple à la maternité du CHU de Montreuil, en région parisienne, avec ce reportage de Gaël Dargonos et Océan Labalette. Pour ce réveillon, elles ont tout prévu. Décoration flashy, grande tablée et bonne humeur. Bien sûr, il faut le fêter quand même, même au travail. Aux urgences de la maternité de Montreuil, la fête est une tradition. Pour ces soignants de garde toute la nuit, cette Saint-Sylvestre s'annonce plutôt calme, voilà, ça change des années précédentes. On va quand même se faire un bon petit repas. Chacun amène quelque chose de spécial, et voilà, du sucré, du salé, des boissons, et voilà. À l'autre bout de l'étage, Alice, la sage-femme, veille sur les jeunes mamans. Et ce petit bout de chou, Salah Eddine, l'un des derniers nés de l'année 2020 à Montreuil. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai eu un petit peu le pansement au cœur quand même en quittant ma famille qui allait réveillonner tous ensemble. Mais bon, après, on le sait, quand on est dans la santé, voilà, c'est comme ça. Le décompte est lancé. En 2020, ces équipes auront donné naissance à 4020 bébés. Calme, de la sérénité et des bébés. Ouais, beaucoup d'amour, de beaux bébés de Montreuil. Voilà. Et ouais, que le Covid se calme et qu'on retrouve notre vie normale. À peine le temps de trinquer, les patientes arrivent. Voici la première maman de 2021 à Montreuil. Félicitations. Vous avez gagné un voyage, voilà. Ce premier bébé, c'est sûr, nous met du baume au cœur. On espère que ça va bien se terminer et que tout va rouler. Mais c'est vrai que c'est une petite lueur d'espoir dans quelque chose qui reste encore assez incertain. Bébé espoir, né 1 heure plus tard, un signe de résilience pour ces héros ordinaires de notre quotidien.
Les personnels soignants, Emmanuel Macron leur a rendu hommage hier soir dans son discours de vœux à la nation. Il a également remercié plusieurs héros du quotidien en ayant bien sûr une pensée pour les 64 000 victimes françaises du virus. Le président de la République reconnaît une erreur dans la campagne de vaccination, mais affirme que l'espoir est là pour 2021. Retour sur cette allocution avec Alice Broga et Thierry Curtet. Pour le décor, une cheminée, un fauteuil. Emmanuel Macron remercie les Français et il énumère les noms d'une dizaine d'entre eux en première ligne face à la crise. Marie-Corentine a 24 ans. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Gérald est entrepreneur près d'Angers. Rosalie est libraire à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Concernant la vaccination des Français, le président de la République veut aller plus vite. Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. En réaction, le chef de file des députés Les Républicains considère que cette lenteur injustifiée ne s'assume pas, elle se corrige vite et fort. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce fut un quart d'heure de propagande. Une fois par an, on devrait être respecté. J'ai trouvé que dans ces vœux, il y avait aussi une forme d'autocélébration qui n'était pas forcément de mise. Malheureusement, nous n'avons pas toujours tout fait au bon moment, les bons choix, comme le président a pu le dire. Le bilan du président de la République, c'est quoi? C'est nous avons fait les bons choix au bon moment. Soit il est cynique et il se moque de nous, soit il vit dans un monde à part. Emmanuel Macron prédit des jours meilleurs en 2021. Regardons devant nous. Regardons notre avenir. Préparons dès aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne. Il reconnaît que la crise n'est pas terminée, promet que les réformes vont continuer. Hier soir, le chef de l'État a surtout insisté sur un mot, l'espoir, pour tirer un trait sur l'année passée. Parmi ces héros du quotidien cités hier soir par le président de la République, Romain Auspier, un gendarme qui s'était illustré lors de la tempête Alex en octobre dernier. En pleine crue, à Tende, dans la vallée de la Roya, il avait pris la décision d'évacuer les 72 résidents et 10 soignants d'une maison de retraite qui était menacée par les flots. Son portrait avec Thomas Cuny. Bonjour. On est content de vous revoir. Retrouvailles émouvantes. Heureusement que vous étiez là. Merci. Heureusement que vous êtes venus. Merci. Je vous ai plu. Nous sommes le 11 octobre dernier. Il se revoit pour la première fois. Quelques jours plus tôt, Romain Auspier a porté secours à cette habitante de Tende et à sa famille. On a juste fait notre travail. C'était ce qu'il fallait faire. On a fait, voilà. Cette nuit du 2 au 3 octobre 2020, la Roya sort de son lit. La maison de cette famille est menacée par les crues. Sans électricité, impossible pour eux de prévenir les secours. Mais le jeune gendarme et sa brigade patrouillent dans le secteur. Quand on est arrivé, l'eau arrivait au niveau des escaliers qui sont du logement. On est passé par le grillage pour sortir le couple et leur fille du logement. Et voilà. Moi, je les oublierai jamais. Ah non, là, c'est impossible, c'est impossible. La même nuit, il intervient dans cette EHPAD. L'édifice menace de s'effondrer. Il décide alors avec les pompiers d'évacuer les résidents et soignants. 80 personnes sont ainsi sauvées. Je suis arrivé le lendemain, j'ai appris tout ce qui avait été mis en place. Donc j'étais très satisfait, j'étais fier puisqu'on est venu m'en parler. Je les ai revus, forcément l'émotion a fait que je les ai pris d'abord dans les bras. Des actes de bravoure qui ont ému jusqu'au chef de l'État, au point qu'il a choisi de lui rendre hommage hier soir lors de ses vœux aux Français. Voilà pour les vœux du président. De son côté, le Premier ministre a passé son réveillon au Tchad. Jean Castex était hier soir aux côtés des troupes françaises de la force Barkhane. Il avait déjà prévu de venir pour leur apporter son soutien, mais la mort de 3 soldats français lundi dernier lors d'une opération au Mali a donné une dimension très symbolique à cette visite. Le chef du gouvernement leur a confié sa profonde tristesse, mais aussi la détermination de la France face au terrorisme. On l'écoute. Je sais que vous remplissez votre devoir avec beaucoup de conscience professionnelle et d'humanité. Et nous essayons d'être comme vous. Plus l'adversité est forte, plus nous sommes déterminés.
Ce 1er janvier, le Royaume-Uni est redevenu un pays étranger. Depuis minuit, les Britanniques ont officiellement quitté l'Union européenne. Concrètement, une frontière a donc été rétablie dans la ville de Calais, le principal point d'entrée sur le continent européen. Même si les échanges commerciaux restent possibles après la signature in extremis d'un accord de libre-échange, les contrôles douaniers, eux, sont de retour. Ambiance pour cette première journée avec Olivier Feignet, Barbara Six et Meilleur Mouamama. Une lente procession de camions qui marque le retour d'une frontière après près de 50 ans de libre circulation. Arrivé à Calais du premier ferry depuis le Royaume-Uni, à bord 36 poids lourds, Brexit oblige, 3 sont contrôlés par les douanes. Un moment historique, mais un passage en douceur. Pour le moment, tout se passe comme avant. Quand vous arrivez en France, rien n'a vraiment changé. Des contrôles dans les deux sens. Tôt ce matin, à l'entrée du tunnel sous la Manche, ce chauffeur ukrainien est le tout premier à découvrir les formalités administratives post-Brexit. J'ai fait des tests pour le coronavirus et j'ai vérifié mes marchandises, mes documents. Une transition plus qu'une rupture, car cela fait des semaines, des mois même, que les autorités se tiennent prêtes, comme ici où un certain nombre de marchandises devront être contrôlées par les services vétérinaires. Nous allons contrôler des produits d'origine animale. Ça représente pratiquement 80% des produits qu'on va contrôler ici. Il y aura des produits pour la consommation humaine. On va contrôler les aliments pour les animaux d'origine non animale. Et enfin les animaux vivants. L'objectif pour les douanes, c'est d'optimiser la durée des contrôles. Tout est informatisé pour maintenir de la fluidité. On ne pouvait pas recréer une frontière des années 70 où effectivement on arrêtait les camions pour leur demander avez-vous quelque chose à déclarer, on allait voir s'il y avait quelque chose dedans, etc. Un 1er janvier symbolique, mais les jours qui viennent auront eux aussi valeur de test pour cette frontière, avec un trafic routier qui va s'intensifier. Et sur place, nous sommes en direct avec Anaïs Anquet. Bonjour Anaïs. C'est un vrai changement qui de fait change le quotidien de tous les Calaisiens. Un changement, mais un changement en douceur, car cela fait déjà 3 ans que la ville de Calais et son port se préparent pour le Brexit, avec un enjeu, éviter les embouteillages de camions, car vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est le retour des contrôles douaniers. Justement, pour réussir ce défi, 40 millions d'euros ont été investis pour construire notamment des parkings. 700 fonctionnaires ont aussi été recrutés pour renforcer les services douaniers et les services vétérinaires. Alors ce matin, tout s'est passé dans le calme. Nous sommes le 1er janvier, mais habituellement, 12 000 camions traversent ici la frontière. Les enjeux économiques sont donc immenses et à Calais, une question demeure. Est-ce qu'avec le retour de ces contrôles douaniers, le trafic transmanche va baisser? Pour y répondre, il faudra patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Merci beaucoup Anaïs Anquet en direct du port de Calais. Alors, comment voyager, comment travailler en Grande-Bretagne? Cette sortie du Royaume-Uni de l'Union a également d'autres conséquences. Elle va compliquer un peu plus certaines formalités, c'est ce que nous explique tout de suite Mathieu Boisseau, notre correspondant à Londres. Avec le Brexit, le Royaume-Uni ne ferme pas totalement ses portes, mais elles seront plus difficiles à franchir par les Européens. Premier obstacle, la fin de la libre circulation. Les touristes ne pourront plus traverser la Manche avec une simple carte d'identité à partir d'octobre. Passeport obligatoire. Et en cas de séjour au-delà de 6 mois, il faut un visa. Pour travailler, c'est bien plus compliqué. Les nombreux Français à servir dans les restaurants et les pubs, par exemple, devront obtenir un permis. Un nouveau système avec des points, 10 pour une bonne maîtrise de l'anglais, 20 pour une promesse d'embauche ou un salaire annuel supérieur à 30 000 €. 70 points seront nécessaires pour décrocher le précieux sésame. Le Brexit, c'est aussi la fin d'Erasmus au Royaume-Uni. Plus de prise en charge des frais de scolarité dans les prestigieuses et très chères Cambridge ou Oxford notamment. Enfin, sur le plan des échanges commerciaux, l'accord évite le retour des droits de douane, mais pas des contrôles. Les entreprises européennes qui échangent avec le Royaume-Uni doivent désormais remplir des déclarations d'importation, d'exportation, de TVA, des certificats de conformité et parfois même sanitaires. Des démarches en plus, du temps perdu et donc de l'argent pour les milieux économiques transfrontaliers. Pour les 3 millions d'Européens déjà installés au Royaume-Uni, les expatriés, dont 300 000 Français, pas de bouleversement majeur au quotidien à partir de ce 1er janvier, mais ils doivent désormais être titulaires d'un statut de résident pour rester vivre ici. Ils ont jusqu'à la fin du mois de juin pour le faire, en fournissant la preuve par exemple d'un logement ou d'un emploi.
Dans l'actualité économique, les traditionnels changements du 1er janvier, et l'on s'arrête aujourd'hui sur une mauvaise surprise. Elle concerne les timbres postaux. Paul-Luc Monnier du service économie nous a rejoint. Bonjour Paul-Luc. Bonjour. C'est aujourd'hui une nouvelle hausse de prix. Oui David, les tarifs grimpent aujourd'hui, regardez, plus 4,7% en moyenne. Alors pour le timbre vert, regardez, c'est 1,08 €, plus 11,3%. Le timbre rouge, 1,28 €, plus 10,3%. Et puis le timbre gris, l'écopli, 1,06 € désormais, plus 11,6%. Résultat David, pour la toute première fois, tous les timbres coûtent plus d'1 €. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle augmentation ? Principalement, David, la baisse des volumes de courrier. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accéléré avec la crise sanitaire. Le chiffre est impressionnant. En 2020, 2 milliards de lettres en moins distribuées par les facteurs. C'est moins 20% par rapport à 2019. C'est tout simplement du jamais vu avec le premier confinement. Les entreprises à l'arrêt ont envoyé moins de courriers, moins de publicité. Et puis de son côté, l'administration s'est davantage digitalisée. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on avait pourtant le sentiment que pendant le confinement, il y avait aussi tous les envois de colis qui, eux, avaient explosé. En fait, ça n'a pas suffi à compenser cette perte sur les lettres ? Pas vraiment, David. L'activité colis, c'est vrai, progresse fortement, mais elle est moins rentable. Et puis surtout, la Poste doit faire face à la concurrence sur ce créneau de la livraison de colis. Résultat, en 2020, la Poste devrait perdre environ 1 milliard d'euros selon son PDG. PDG qui assure toutefois que l'entreprise n'est pas en danger. Le groupe se développe à l'international et ça marche plutôt bien. Merci Paul-Luc pour toutes ces précisions donc, sur l'augmentation du prix du timbre. Retour sur une date historique, c'était le 1er janvier 2002. Ce jour-là, nous avons tous découvert l'arrivée de l'euro dans nos porte-monnaies. C'était la fin du franc et le début de notre monnaie commune avec à l'époque 11 autres pays de l'Union européenne. Un voyage dans le temps signé Anne Sylvain et David Fossard. On veut voir les billets. Les Français découvrent leurs nouveaux billets. C'était il y a 19 ans. Fini les francs, bienvenue les euros. 50 €, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros. Dans les premières heures de l'euro, c'est le casse-tête généralisé chez les commerçants quand il faut rendre la monnaie. Non, c'est le dame qui vient de part. C'est la dame, c'est autre chose. C'est pas dur. Là, je devais vous rendre 7,16 €. 1 euro équivaut à 6 francs 55 957, pas évident. Du pain complet. Même le Premier ministre Lionel Jospin s'y perd au moment de payer. 6,80. Alors, voilà, 7. Il confond 7 € et 7 francs. Ah non, c'est ça. Oui. Ah oui, bien sûr, oui, évidemment, je suis bête, moi, je sais pas. En première ligne, les commerçants, depuis des semaines, ils ont dû s'organiser. Il y a un tiroir spécial pour les euros, donc on prend le billet et on rend la monnaie en euros. En même temps que les Français, 300 millions d'Européens découvrent les nouveaux billets, dessinés par cet Autrichien Robert Kalina, selon un cahier des charges très précis. Les ponts sont le symbole de la connexion avec les autres pays. Et c'est ce qui fascine Patrice Chevy, collectionneur. Dans ses albums, la lyre irlandaise côtoie la déesse grecque Europe ou le sceau portugais, une monnaie commune qui appelle au voyage. C'est vrai que la simple idée de pouvoir maintenant franchir les frontières de tous nos voisins sans changer de monnaie, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Les Français avaient jusqu'en février 2012 pour échanger leur dernier franc, la fin d'une monnaie apparue au XIVe siècle. Et l'on revient maintenant sur cette année 2021, un passage qui a aussi été très particulier dans le reste du monde. Toute la planète est touchée par cette épidémie du coronavirus. Partout, ce réveillon a également dû s'adapter. Avec, vous allez le voir, des festivités inédites, le plus souvent numériques, à suivre sur des écrans. Tour d'horizon avec Cécile de la Guérivière. À Wuhan, des ballons libérés dans le ciel comme une délivrance, un an tout juste après le signalement à l'OMS des premiers cas de coronavirus dans cette ville de 11 millions d'habitants. Je suis tellement heureuse. C'est incroyable ce qui se passe à Wuhan. J'espère que Wuhan, la cité héroïque, va pouvoir retrouver la stabilité et la paix.
Au Japon, la beauté du premier lever de soleil de l'année, au pied du mont Fuji, la montagne sacrée protectrice. Dubaï, un spectacle pyrotechnique grandiose autour de la plus haute tour du monde. En Grèce, des feux d'artifice au-dessus des dieux de l'acropole. La place rouge qui s'illumine à Moscou. Partout, des célébrations sans spectateurs devant des places vides, alors qu'une virulente deuxième vague d'infection frappe les différents pays. Comme au Brésil à Copacabana, quelques scènes de danse timide, bien loin de la foule en liesse habituelle, dans le deuxième pays le plus endeuillé au monde. J'attends beaucoup de 2021, en particulier la fin de cette pandémie. La quarantaine est difficile. C'est pour ça que je suis sur la plage là. 2021 en gros caractère sur Times Square pour chasser 2020, la plus dure année de l'histoire de New York, selon son maire Bill de Blasio, qui veut la faire valser. Et c'est la fin de ce 12-13, le tout premier de l'année. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, météo à la carte. Ce soir, pour le 19-20 et pour tout le week-end, vous retrouverez Sophie Le Saint. Toute la rédaction nationale de France 3 s'associe à moi pour vous souhaiter une très bonne année. On se quitte avec ces quelques images très rafraîchissantes. Un traditionnel bain du Nouvel An organisé ce matin à Sainte-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Je vous confirme, il faisait froid. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.